Une ouverture pour l'art est une association créée par des artistes. Nous réalisons des podcasts d'entretien avec des acteurs du monde de l'art. Les liens utiles se trouvent sous nos vidéos. Bonne écoute, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci de liker et de partager. Interview de Julia Perlasca par Elena Garcia. Bonjour Julia, Bonjour, comment vas-tu? ça va? Merci beaucoup. Peux-tu nous parler de toi, ton parcours, ta formation? Oui, alors, donc moi je suis italienne. Ça fait 10 ans que je vis à Paris. Je suis diplômée en histoire, de l'art, avec un master 1 et un master 2, les 2 eus à, Padoue, qui est une ville dans le nord d'Italie, à côté de Venise. J'ai ensuite fait, la deuxième partie de mon master 2, toujours en histoire de l'art avec mmh, un focus sur, l'art contemporain en Belgique. Et ensuite de la Belgique, je suis arrivée à Paris, où j'ai travaillé d'abord à l'ambassade, italienne, en tant qu'assistante de l'attaché culturel. Et ensuite, j'ai travaillé dans 2 galeries, après dans une agence, qui organisait des petites expositions, toutes petites expositions. Et depuis fin 2018, je travaille pour l'agence Manifesto Expo. D'accord. Et penses-tu que ta formation t'a apporté les clés pour réussir? Oui et non, c'est-à-dire que j'ai eu une formation, d'histoire de l'art. Oui, Mon master 1, c'était vraiment plutôt axé sur, l'histoire, de la fin de la Renaissance. Ce sont des connaissances, très spécifiques, et plutôt d'histoire de l'art, oui, 1500-1600. Alors que dans mon master, c'était beaucoup plus ouvert vers l'art contemporain. Heu, donc, heu, j'ai j'ai jamais travaillé dans un musée, j'ai jamais travaillé effectivement, avec des collections, de la période Renaissance, hem, baroque et cetera. Mais avoir fait de l'histoire de l'art m'a donné déjà les connaissances de base, sur, les différents mouvements artistiques et la sensibilité pour, travailler dans le monde de l'art avec une certaine aisance, en connaissant, les principaux artistes, les principaux mouvements, artistiques et cetera. Donc je dirais que ma formation m'a aidée à être à l'aise dans mon travail. d'accord. Et quelle est ta profession actuellement? Donc actuellement, je suis la responsable des expositions, au sein de l'agence Manifesto Expo, qui est une agence d'organisation d'expositions d'art à l'étranger. Et moi, je suis effectivement en charge de coordonner les différents projets d'exposition, au sein de l'équipe, qui est une toute petite équipe. D'accord, donc ça se situe à Paris, c'est ça? Ou Oui, l'agence est située à Paris, tout à fait. et peux-tu nous parler un peu plus de Push Manifesto, peut-être? Oui, alors, l'agence pour laquelle, je travaille, s'appelle Manifesto Expo. Manifesto Expo est un des pôles d'activité de l'agence mère, entre guillemets, qui s'appelle Manifesto. Manifesto a différents pôles d'activité. Manifesto Studio qui s'occupe de ingénierie culturelle, stratégie culturelle. Ensuite, Manifesto Expo, donc organisation d'exposition. On a un pôle au sein de Manifesto Studio qui s'occupe de la production d'œuvres d'art. Et il y a Push. Push est une résidence d'artistes ou encore mieux un incubateur d'artistes qui a été fondé en 2019, qui a été ouvert en 2019 par Manifesto dans un gratte-ciel qui est à Porte de Clichy, donc en banlieue parisienne, sur la limite entre Clichy et Paris. Et c'était un lieu de travail pour plus de 220 artistes. On occupait, au sein de ce gratte-ciel, on occupait 8 étages
Et sur ces 8 étages, il y avait donc plus de 220 ateliers d'artistes. Les artistes nous payaient un tout petit loyer et ils avaient effectivement une place où travailler. Et ils avaient aussi le support de manifestos qui les aidait d'un point de vue administratif, donc pour tout ce qui était l'administration, présentation des CV, monter des rendez-vous, monter des dossiers, des candidatures, etc. Et on les aidait beaucoup aussi pour ce qui concernait, entre guillemets, la communication, parce que Manifesto organisait très régulièrement des expositions d'art sur les différents étages et plusieurs fois par semaine, des visites des différents acteurs du monde de l'art, qui allaient de directeurs du musée, directeurs des galeries, collectionneurs, commissaires d'exposition, qui visitaient les lieux et qui visitaient les différents ateliers. Et je parle au passé parce que Push Manifesto est un projet d'occupation temporaire, légale, donc, fait avec un promoteur qui était Sogedim, qui nous avait en gros permis d'occuper les lieux pendant une période donnée. Et donc là, Push à Clichy a fermé en début mars. Et on va réouvrir un nouveau Push Manifesto, un Push 2, entre guillemets, à Aubervilliers, dans un espace qui était une ancienne parfumerie, si je ne me trompe pas, qui aura la même vocation, c'est-à-dire héberger des artistes, faire devenir donc cet espace un lieu aussi de création avec des espaces d'exposition, un café et donc un lieu vivant de la jeune scène artistique émergente française, mais pas que. Et comment s'opère finalement le choix des artistes au départ? Les artistes sont choisis. Il y a un directeur artistique qui s'appelle Ivanoe Kruger, qui est le directeur artistique de Manifesto Studio et de Push Manifesto. Et donc, il a opéré un choix artistique assez basé sur plusieurs critères, dont le principal était, et c'est encore, c'est lui de trouver une communauté d'artistes qui soit partant, qui soit disponible à échanger, à créer des liens entre les différents artistes, à travailler en communauté. Donc, toute pratique artistique était acceptée. Il y avait des contraintes dues au lieu. Donc, par exemple, on ne pouvait pas utiliser le feu, par exemple. Mais il n'y a pas encore des contraintes, il n'y a pas une sélection sur pratique, c'est-à-dire qu'il y a des photographes, il y a des plasticiens, il y a des artistes qui travaillent sur le numérique et le digital, il y a des peintres. Il y a aussi des sculpteurs, mais donc ils ont une pratique un peu plus limitée, bien sûr, dans nos espaces. Mais le fil rouge qui effectivement reliait tous les artistes était cette volonté de travailler ensemble et de créer une communauté qui travaillait ensemble et qui, dans quelque sorte, qui évoluait aussi ensemble. Donc, on peut considérer que c'est un succès. Alors, effectivement, Push a eu beaucoup de succès, oui. On a eu beaucoup de presse très positive, à l'international aussi un peu. On a eu du succès dans le sens que la communauté artistique parisienne, mais pas que, a très bien réagi à l'ouverture de Push. Donc, il y a eu énormément de visites. On a fait chaque 3 mois des journées portes ouvertes, des journées pro
si on veut les appeler comme ça. Faut pas oublier qu'on était plein milieu de la pandémie. Donc, tous les musées étaient fermés. Le seul lieu culturel qui encore était ouvert parce que c'était un espace de travail, c'était Push. Et donc, à chaque fois qu'on a fait des journées portes ouvertes, on a eu des centaines et des centaines de visiteurs. Et on a eu entre 800 et 1000 visiteurs par jour à chaque fois qu'on a fait ces journées portes ouvertes. Et ça, c'était parce qu'effectivement, Push est un lieu de création avec un très grand dynamisme où on sent vraiment la présence de plusieurs personnes qui travaillent, qui créent. Et donc, ça a été un projet très compliqué, à mener surtout au milieu d'une pandémie, mais qui a eu effectivement un succès. Oui, qui a eu un succès. Ou en tout cas, un retour très, très positif de la part de la presse, de la part du milieu culturel, de la part du milieu artistique et aussi de la part des artistes eux-mêmes qui étaient finalement, qui ont créé une communauté très forte et très dynamique au sein de Push. Donc, pour eux, c'est quelque part un tremplin après pour la suite. Oui, effectivement, oui. On s'est rendu compte qu'au fur et à mesure que le temps passait, Push devenait de plus en plus connu. Et ça a ramené vraiment beaucoup, beaucoup de visites de plusieurs acteurs et du coup, c'était vraiment un tremplin pour les artistes que se sont retrouvés chaque semaine à recevoir différentes personnes de différents milieux. Et c'était aussi très intéressant pour les artistes parce qu'ils pouvaient exercer leur discours artistique. On ne se rend pas compte, mais surtout pour les jeunes artistes. Alors, il faut savoir qu'à Push, il y a une moyenne d'âge qui va entre 25 et 35. Sur les 220 artistes qu'on avait à Clichy, la moyenne d'âge est entre 25 et 35. Parce que vous avez voulu, en fait, c'était limité au niveau de l'âge, non? Non, 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 pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, 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 il y avait des artistes qui venaient vraiment tout juste de sortir de l'école de beaux-arts, qui avaient 20 ans. Il y avait d'autres artistes qui avaient une cinquantaine d'années. Non, non, c'était pas voulu. Ça s'est fait un peu comme ça par hasard, mais il faut quand même avouer qu'il y a pas mal d'artistes. C'était un peu une bouche à l'oreille. Donc, les artistes qui déposaient leur candidature étaient souvent des potes ou sortaient des beaux-arts. Et donc, la moyenne d'âge était quand même assez jeune. Et pour ces artistes qui ont donc une pratique artistique assez jeune, c'est pas évident de décrire leur travail ou encore plus, c'est pas évident de vraiment réussir à développer une pratique artistique qui a du sens. Ça prend du temps. Et ça prend du temps, créer un discours qui tient la route, un discours qui peut convaincre un collectionneur, qui peut convaincre un directeur de musée. Et pour les plus de 220 artistes, pouvoir tous les semaines parler et présenter leur travail auprès de différentes personnes était un exercice constant et un défi aussi, qui leur a permis très clairement de comprendre quand ça marchait et quand ça ne marchait pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas quand on est aux Beaux-Arts, par exemple, et que ça peut être aussi très compliqué pour un artiste qui n'a pas autant de gens qui viennent visiter son atelier. C'est pas évident pour un artiste de trouver le bon discours. Et donc, voilà, une des forces de Push, c'était effectivement ça. Et quel est ton regard sur l'art contemporain? Alors, c'est une question très, très importante. Je suis effectivement une personne qui profite beaucoup de l'art contemporain, qui profite beaucoup de la scène, de toute l'offre qu'il y a à Paris en termes d'exposition. Et même si j'ai un grand intérêt pour effectivement la période de la Renaissance, les grands maîtres de la Renaissance, du baroque, etc.,
vivre à Paris m'a permis d'être beaucoup plus en contact et apprécier vraiment beaucoup plus l'art contemporain. Donc, je fais souvent des tours dans des galeries, je visite avec grand plaisir les expositions d'art contemporain et j'avoue que participer à la naissance et à l'évolution de Push m'a permis de côtoyer pas mal de jeunes artistes que j'ai appris à apprécier, dont j'ai appris à apprécier le discours, la pratique artistique et que j'ai commencé aussi à collectionner avec grand plaisir. Donc, effectivement, moi, je vois l'art contemporain du côté de la personne qui parle avec les artistes, du collectionneuse, enfin, toute petite collectionneuse, bien sûr, mais quand même de la collectionneuse. Et je pense qu'on est dans une période très intéressante pour l'art contemporain. C'est intéressant de voir les grands retours des grands mouvements. Là, on est au retour de la peinture figurative. C'est marrant. C'est marrant de voir comment les styles reviennent. Voilà. C'est marrant de voir comment on revient vers la peinture, chose que on avait, je ne dis pas du tout qu'on avait abandonné, on n'a jamais abandonné la peinture, mais là, je trouve qu'il y a vraiment un moment, un retour très important de l'art, de la peinture. Et je trouve que quand tu parles avec les artistes, il y a de plus en plus d'artistes, ça c'est mon opinion, hein, il y a de plus en plus d'artistes qui vraiment ne s'arrêtent pas à une seule pratique artistique, mais il y a de plus en plus d'artistes qui sortent de Beaux-Arts ayant eu un focus spécifique sur pas un mouvement, mais une matière, par exemple. J'ai sorti par exemple de l'atelier de peinture et qui ensuite, ils n'ont pas du tout envie de s'arrêter à ça. Ils s'ouvrent énormément pas mal de pratiques aussi conceptuelles, mélanger la peinture avec de l'écriture, par exemple. Je pense notamment à des artistes en particulier qui mélangent beaucoup la performance avec, par exemple, l'écriture ou la performance avec la photographie. Et c'est une chose qui est bien sûr très, très intéressante. Moi, je me sens effectivement très chanceuse de pouvoir profiter de l'art contemporain à Paris. Je trouve que depuis quelques années, Paris a repris vraiment un peu sa place dans le domaine de l'art, dans le marché de l'art. Et il y a pas mal de choses qui se passent et je suis très fière de vivre à Paris en ce moment. Je trouve qu'il y a une énergie avec toutes les contraintes terribles qu'il y a à être artiste en ce moment et à être artiste en particulier à Paris. Je trouve que c'est quand même une ville qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, malheureusement, je parle que de Paris parce que je vis à Paris et je sais bien sûr que la France n'est pas que Paris, j'en suis absolument convaincue. Mais malheureusement, moi, je parle de ce que je connais et j'avoue que la scène parisienne, c'est celle que je connais mieux. Mais grâce à mon travail, je, je lis beaucoup et je vois beaucoup d'expositions aussi à l'étranger. Nous sommes en train de travailler avec pas mal d'acteurs culturels à l'étranger. Et donc, cela m'a permis de parler avec pas mal d'artistes par exemple, arabes, de la scène saoudienne ou arabe. Et donc, c'est toujours intéressant de voir eux aussi comment ils sont profondément influencés. Ils ont cette idée d'essayer de toucher à plusieurs milieux pour faire évoluer leur pratique artistique de différentes façons. Oui, ça donne beaucoup plus de possibilités finalement d'avoir comme ça plusieurs médiums, Oui, comme tu disais, de faire de l'écriture avec des performances. oui, oui, bien sûr. Et je pense que ça permet aussi de ensuite éventuellement se focaliser sur une seule chose, mais aussi changer et évoluer. Moi, j'aime beaucoup quand je vois une évolution dans la pratique d'un artiste. J'avoue,
je trouve que c'est un peu ennuyant de voir des artistes, notamment des jeunes artistes, qui ils disent avoir trouvé déjà leur voie et ils continuent à faire exactement la même chose. C'est un peu ennuyant, c'est un peu dommage et je trouve que ça définit aussi un manque d'ouverture d'esprit. Et est-ce que tu as une opinion sur la situation des femmes artistes? Donc, on parlait des différents mouvements Oui, artistiques qui reviennent. On est clairement, enfin, la question de la femme artiste est clairement la thématique de notre présent dans toutes ses formes. On a énormément d'expositions d'art qui, effectivement, essaient de travailler autour de enfin, essaient de présenter de plusieurs points de vue cette thématique. Juste pour en citer quelques-unes, au Musée du Luxembourg, il y a quelques semaines, il y a eu l'ouverture de l'exposition Pionnière par Camille Morino, qui est une belle exposition. Vraiment, une très belle exposition. Il y a eu des expositions autour des femmes minimalistes au Centre Pompidou l'hiver dernier, si je ne me trompe pas. C'était une belle exposition, très lourde, mais c'était quand même une exposition qui avait le mérite de montrer des artistes femmes du mouvement minimaliste dans des collections du Centre Pompidou. Donc, ils n'ont pas dû chercher loin. Personnellement, je me suis occupée de faire tourner une exposition dont je suis extrêmement fière, qui est l'exposition Amazons of Pop, qui a été organisée et dont le commissariat est assuré par Hélène Guénan, qui est la directrice du MAMAC de Nice, et par Géraldine Gourbe, qui est une exposition qui a ouvert à la veille du premier confinement, donc en 2020, au MAMAC de Nice, et qui ensuite a tourné en Allemagne et en Autriche, et qui est une exposition qui est donc qui est une exposition qui montre, qui présente une série d'artistes du mouvement pop, donc des années 70, 60-70, un mouvement qui a comme bien sûr chef de file Andy Warhol, bien sûr, mais qu'il faut savoir il y a eu énormément d'artistes femmes, beaucoup européennes, qui ont été soit assistantes d'artistes, soit mannequins, et donc qui ont joué beaucoup avec les codes de la publicité, de la pop art, avec les codes tous les codes utilisés par ce mouvement, et qui ont été à l'époque assez connus et après complètement oubliés. Je cite Kiki Kogelnik, Giuseppe Fioroni, Nicolas L, la plus connue bien sûr, Niki de Saint-Phal, Lourdes Castro, ou encore May Wilson, des artistes qui ont effectivement qui ont été entre guillemets redécouvertes par Hélène Guénan et Géraldine Gourbe dans cette exposition, qui est donc un exemple du fait que les musées de plus en plus découvrent ce besoin de montrer au public des artistes, enfin des expositions autour d'artistes femmes. Alors, personnellement, je trouve que maintenant, c'est devenu aussi un peu une mode, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le public est très intéressé à ça, ou en tout cas intéressé à ça, et donc on donne au public ce qu'ils veulent voir. Mais c'est quand même très bénéfique pour l'histoire de l'art des femmes. Et il y a de plus en plus aussi des expositions autour d'artistes comme Artemisia Gentileschi, bien sûr, ou Sophie Nisbank-Messola, ou d'autres artistes de la période baroque, notamment italienne, qui ont été très peu collectionnés par des musées à l'international et en France, mais qui existent quand même dans des collections et qui ont été redécouverts par les commissaires d'exposition. Et sont des artistes qui ont le mérite d'être des femmes souvent très ouvertes d'esprit, très débrouillardes,
la plupart toutes, enfin, la plupart, sinon toutes, assistantes d'artistes, filles d'artistes, mais qui ont trouvé leur indépendance et qui souvent, à l'époque, par exemple, Artemisia Gentileschi était parfaitement capable, était parfaitement indépendante d'un point de vue financier. Elle a eu plusieurs maris en France, à l'étranger, enfin, en Italie, à Florence, à Rome. Elle est allée à Londres et sincèrement, elle était ultra indépendante. Et à l'époque, elle gagnait très bien sa vie. Et ensuite, elle a été complètement oubliée. C'est un nombre, il y a pas mal d'expositions autour de ces femmes, donc d'une période qu'on ne pourrait pas imaginer. Oui, donc il y a eu une transition en fait, c'est depuis que quelques années ça qu'on voit de nouveau des expositions. Oui, 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 tout à fait, exactement. Et je trouve ça que même si je peux dire que maintenant c'est un peu aussi un effet de mode, c'est quand même très bénéfique. Et c'est incroyable de découvrir comment ces femmes ont été oubliées dans le sens qu'elles existent. Elles existent et il y a eu pas mal de collectionneurs qui les ont collectionnées. Donc, le grand public l'a oublié, les grands musées les ont oubliés pour un certain temps, mais il y a eu plein de collectionneurs qui ne les ont jamais oubliés et à l'époque, ils n'étaient sûrement pas oubliés. Donc, il y a eu, comme tout, une évolution. On a choisi d'autres artistes plutôt que d'autres. Et bon, ils étaient hommes, hein, mais bon, l'histoire de l'art, comme toute discipline, est très souvent machiste. Donc, voilà. Et donc, moi, je suis en tout cas ravie qu'il y a eu cette découverte. Et personnellement, si je regarde l'expérience Push, à Push, il y a, je ne sais pas si on est 50-50, 50% hommes et 50% femmes. Je ne dirais pas que c'est si fixe comme chose et ce n'est pas du tout souhaité. Mais il y a un bon ratio homme-femme. Et ça, c'est parce que, de toute façon, il y a énormément d'artistes femmes, jeunes artistes, qui ont des pratiques extrêmement dynamiques, qui sont extrêmement capables et qu'elles savent se faire valoir. Donc, dans l'art contemporain comme dans les arts plus traditionnels, je trouve que c'est un bon moment pour pousser si on est une femme ou si on veut faire une exposition sur une femme. Après, j'espère que ça va durer. Voilà. Mais je pense que c'est quelque chose, ça s'est enclenché et on ne peut pas aller en arrière. En tout cas, maintenant, l'histoire de l'art, comme dans plusieurs d'autres disciplines, a ouvert les portes vers la recherche, vers ces artistes femmes. Donc, on ne va pas les oublier. Merci. Et penses-tu que l'art doit être engagé ou au contraire qu'il doit se tenir à l'écart des grands sujets de société? Alors, je pense qu'un artiste a le droit de faire de son art ce qu'il veut. C'est-à-dire que l'artiste est d'abord un homme ou une femme qui vit dans une réalité. Et donc, et souvent, les artistes ont une pratique artistique qui mange littéralement toute leur vie. Donc, c'est souvent très compliqué pour un artiste de faire vraiment une différence nette, si c'est un bon artiste, en tout cas, ça c'est mon opinion, entre sa vie d'artiste et sa vie d'homme ou femme. Et donc, je fais l'exemple de la pandémie. Si tu parles avec un artiste, il n'y en a pas un qui te dit la pandémie, moi, ça ne m'a pas du tout touchée. Moi, la pandémie, je ne la revois pas dans mon travail. Il y en a, enfin, avec tous les artistes avec qui je vais parler, qui sont pas 1 million, mais c'est quand même un bon nombre d'artistes, ils ont tous dit, moi, la pandémie, ça m'a bouleversée, ou en tout cas a eu une conséquence sur ma vie personnelle et donc sur mon travail. Parce que la plupart se sont retrouvés à travailler depuis leur chambre de bonne ou depuis leurs appartements ou depuis leur jardin. Et du coup, ils ont dû modifier leur pratique parce qu'ils n'avaient pas accès à leur atelier ou ils ne pouvaient pas aller acheter de la peinture. Et donc, c'est un peu compliqué de ne pas faire ressortir ce que tu vis dans ta pratique artistique. Je répète, pour moi, si tu es un bon artiste. Ensuite, l'engagement politique, c'est une autre chose. Et là, pour moi, un artiste n'est pas obligé à porter un discours engagé politiquement.
c'est un choix personnel. Il y a des personnes qui, normalement, dans leur vie, sont très politisées et d'autres qui, la politique, ça va, ça ne les intéresse pas plus que ça. Et donc, je trouve qu'un artiste a le droit complet de dire ce qu'il veut. Quelquefois, le fait de ne pas être politisé, c'est aussi une réaction. Donc, ça porte un message. Moi, personnellement, j'aime les deux. Je trouve que j'ai rencontré, par exemple, un artiste l'été dernier qui s'appelle Alan Carrasco, qui est un artiste espagnol qui a un travail conceptuel super intéressant. Et lui, il est engagé politiquement, mais c'est assez marrant. Il était à Rome et il a fait toute une série sur l'histoire de Brigate Rosse, qui était, enfin, ils étaient des terroristes, en tout cas, qui ont tué des personnes, kidnappé des personnes, de personnalités publiques autour des années 70-80 en Italie. Et donc, lui, il a fait toute une série sur ça. Donc, c'est une série extrêmement engagée politiquement, mais ce n'est pas sa politique à lui, parce que lui, il est espagnol, il a vécu toute sa vie en Espagne. Et alors là, il s'intéresse à l'histoire politique italienne du passé, en plus de l'Italie. Et pourtant, son travail conceptuel est extrêmement fin, extrêmement bien soigné. Il connaît ultra bien toute la question politique italienne. Et c'était super intéressant et c'était extrêmement subtil. Tout ça pour dire que un artiste, ensuite, s'il décide d'être engagé politiquement et montrer la politique dans ses œuvres, il y a plusieurs degrés. On n'a pas besoin de montrer quelque chose d'ultra fort. On peut aussi jouer sur la subtilité d'un discours conceptuel, mais extrêmement politisé aussi. Donc, je pense qu'un artiste a le droit de décider comment exprimer son engagement politique ou choisir de ne pas exprimer aucun engagement politique parce qu'il veut être juste libre de toute question politique, qui est aussi en soi un discours. Et quel serait ton souhait pour l'avenir en vue d'améliorer la situation des artistes visuels? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Enfin, moi, je trouve que, je retourne encore une fois à Push. Moi, je trouve que Push c'est un exemple de quelque chose de concret qu'on peut faire pour les artistes. C'est-à-dire que la force de Push était celle de créer une communauté et de permettre à des artistes de se retrouver ensemble, d'échanger, donc de s'inspirer l'un des autres, de créer des projets communs. Il y a eu énormément d'expositions qui ont été créées grâce à Push entre des artistes qui avant ne se connaissaient pas et ensuite ils sont connus, ils ont créé des liens. Et il faudrait en tout cas que les artistes apprennent à s'entraider. Donc, je n'ai pas une solution, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, être artiste tout seul, isolé, dans son atelier, avec cette angoisse de vendre pour vivre, de réaliser des expositions, c'est très compliqué. Donc, pour moi, ce qui a montré Push, c'est la nécessité, c'est le besoin de la communauté artistique de trouver un moyen de s'entraider. C'est quelque chose qui est à l'école de Beaux-Arts, on n'apprend pas. C'est quelque chose que si on se retrouve tout seul dans un coin, on ne sait pas comment faire. Il y a plusieurs aides qui peuvent être demandées au FRAC, au DRAC, qui eux, par contre, ils produisent des expositions. Mais le pouvoir public aide les artistes. Il y a plein de bourses auxquelles on peut postuler, etc. Mais il faut que les artistes soient aussi extrêmement proactifs et qu'ils fassent communauté ensemble. Parce que si on fait communauté, il y en aura bien un entre nous tous qui sait postuler pour une bourse au ministère de la Culture. Donc, les artistes, pour moi, je souhaite en tout cas que les artistes apprennent à travailler ensemble
Et il y a une chose très importante, j'espère que les artistes apprennent aussi à faire de l'administratif parce que les artistes ont besoin de comprendre comment s'inscrire à la maison des artistes, comment postuler aux bonnes choses, comment faire un bon CV, comment payer les impôts, comment devenir auto-entrepreneur ou artiste plasticien, enfin artiste à la maison des artistes. Tout ça, ce sont des outils qui existent et qui doivent être utilisés par les artistes. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire. Donc, oui, c'est la force du collectif et qui est vraiment important. Oui, parce que être artiste, c'est aussi s'ouvrir au collectif. Et moi, je n'ai pas une pratique artistique, mais je comprends comment être artiste, souvent, c'est un travail solitaire, il faut réfléchir beaucoup et on se retrouve tout seul, mais tout seul, c'est très difficile. Alors que je pense qu'une des forces des artistes, c'est d'être ouvert aux relations humaines. Un artiste peut faire quelque chose, mais plusieurs artistes ensemble, il devient un collectif et un collectif a beaucoup plus a un poids. Et un collectif, on peut résoudre des problèmes, on peut s'entraider. Donc, je pense qu'il crée une communauté, c'est effectivement très, très important. Et qui est, je pense, le but de votre podcast, d'ailleurs. De tisser du lien et puis de connaître certaines choses et de s'entraider aussi, ça c'est important. Et enfin, pour finir notre entretien, quel est le verbe ou l'adjectif qui te caractérise le mieux? Je suis bon, ça c'est très personnel. Je suis une très grande bosseuse. Je crois beaucoup dans le travail, dans travailler, dans mettre beaucoup, beaucoup d'énergie dans ce que tu fais afin que les choses soient plus ou moins comme tu veux qu'elles soient. Donc, et c'est un travail plus large, c'est-à-dire c'est travailler pour obtenir ce que tu veux, travailler afin que les choses aillent plus ou moins dans la direction que tu veux. C'est aléatoire, il faut aussi de la chance, on peut se tromper, souvent c'est pas comme on veut. Souvent, il y a des choses que tu peux pas simplement atteindre parce que c'est pas tes capacités, tu peux pas le faire. Voilà. Enfin, je dis pas que si on travaille, on obtient tout ce qu'on veut, c'est pas vrai. Mais moi, je suis pour. On peut pas se plaindre. Il faut avancer et mettre toute ton énergie sur ça. Et si tu bosses vraiment, si tu bosses vraiment, si tu mets vraiment tes énergies, ça revient toujours. Quelque chose de bien va revenir vers toi et voilà. Donc, Très bien. Mais je te remercie, Julia, et à bientôt. je t'en prie, Elena. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de m'interviewer.